Europe 1, 8h34, l'heure de la revue de presse. La revue de presse avec Natacha Polony, ça bouge dans la presse. Parce qu'on apprend à l'instant que Patrick Drahi va racheter tous les titres de l'Express Roularta. Bonjour donc Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on attaque les pervers, les méchants, les malfaisants. Le Monde, Poutine, maître de la propagande. Libération, Carlton, procès d'une prostitution ordinaire. L'Obs, la polémique American Sniper, Eastwood dégaine. Et puis on fait la leçon aux dépensiers, aux centralisateurs, aux jacobins. Le Figaro, finances publiques, le carton rouge de la Cour des comptes. L'Opinion, Alstom, le rêve brisé de Montebourg. La Croix, la Grèce est-elle réformable ? Il y a à peine un mois, Natacha, toute la France, ou presque, était Charlie, et aujourd'hui ? Mais oui, les Inrecuptibles posent la question. Un mois après le drame, qui est encore Charlie ? Et le journal revient sur les débats, les accusations d'islamophobie et de racisme qui ont fleuri contre les dessinateurs de Charlie Hebdo. Mais la question, justement, naît partout dans la presse ce matin. Dans ces tribunes publiées par Le Monde, celle par exemple du philosophe Peter Sloterdijk, qui salue la prouesse de la réaction française aux attentats et qui affirme avec un brin de provocation que les sociétés sont des ensembles tièdes, qui ont besoin d'un élément de paranoïa pour ne pas perdre leur cohérence. Il faut voter pour une forme de vie un peu moins paresseuse, nous dit-il. Dans Le Point également, avec cette une, être juif en France, et avec ces propos du philosophe Shmuel Trigano. Lors de l'assassinat d'Ilan Halimi, dit-il, 15 jours passèrent avant de reconnaître que c'était un acte antisémite. Les Juifs ont été seuls au long des 15 dernières années. S'il n'y avait pas eu l'attentat de Charlie Hebdo, ajoute-t-il, il l'aurait sans doute été encore avec le massacre de l'hypercachère. Il revient sur ces années 2000 où l'on accusait de repli communautaire ou de racisme ceux qui alertaient contre l'antisémitisme venu des banlieues. Aurait-on sacrifié la citoyenneté des Juifs pour assurer la paix sociale, ose-t-il demander ? Et puis il y a cet article du Figaro sur les socialistes, oui, les dirigeants socialistes qui craindraient, figurez-vous, un contre-effet Charlie. Oui, ils s'étaient réjouis de l'effet Charlie, maintenant il y a le contre-effet Charlie, parce que le 11 janvier, certains à gauche avaient proclamé qu'il s'agissait de défiler contre le FN, mais en fait la partielle du Doubs a prouvé que l'esprit du 11 janvier n'empêchait pas le Front National de frôler la victoire. Et du coup, on se demande au PS si dans le lot des 4 millions de Français descendus dans la rue, il n'y aurait pas des islamophobes tentés par un vote Front National aux prochaines cantonales. Oui, c'est compliqué, la science électorale socialiste. Alors, il faut lire l'entretien de Laurent Bouvet dans Libération qui analyse ce qu'il appelle l'insécurité culturelle des populations perdantes de la mondialisation, qu'elles soient issues des petites classes moyennes périurbaines ou d'une France immigrée et reléguée. Et puis, on lira aussi dans Politis l'entrefilet qui rappelle les propos de Louis Alliot, numéro 2 du Front National, qui s'est insurgé contre la retransmission à la télévision de l'enterrement de Charb avec l'International, le point levé, parce qu'il n'y voyait pas de différence avec, dit-il, un enterrement qui aurait comporté des chants nazis avec des anciens nazis. Oui, lui au moins, il n'est pas Charlie et puis c'est très clair. Vous nous parlez à présent d'une forme d'islam électoral en quelque sorte. Oui, certains s'étaient insurgés contre le livre de Michel Houellebecq parce qu'il imaginait un parti musulman, ce qui présupposait, disait-on, un communautarisme des musulmans de France. Eh bien, le Parisien consacre une double page à l'Union des démocrates musulmans de France qui présentera des candidats aux prochaines cantonales. Au programme, développer le halal et la finance islamique pour créer des emplois, définir la laïcité comme tolérance envers les religions et donc autoriser le voile à l'école. Le plus intéressant est le billet qui commente le choix de consacrer 2 pages à un parti microscopique. Mettre en avant son étiquette religieuse, écrit Henri Vernet, ça s'appelle du communautarisme et ça peut être dangereux. Mais justement, si le parti est minoritaire, les aspirations qu'il révèle, les frustrations aussi, le sont-elles ? C'est la question que pose le magazine Causeur avec une une volontairement provocante. Islam de France est-il trop tard ? Refuser toute critique de l'islam par peur de la stigmatisation, écrit Elisabeth Lévy, c'est mépriser les musulmans. Mais surtout, le magazine a enquêté, par exemple dans les banlieues, sur ces associations à qui on a délégué la paix sociale et dont le discours auprès des jeunes est imprégné de communautarisme, parfois de salafisme. Et puis, le journal s'intéresse au prêcheur Tariq Ramadan, qui partage avec le personnage du politicien inventé par Houellebecq l'idée d'une conquête politique et démocratique de l'islam. Les journalistes racontent un meeting commun avec Edoui Plenel, les deux défendant la vision de musulmans devenus les nouveaux damnés de la terre. Des prêcheurs de révolte, oui, mais de révolte contre qui ? L'Obs offre sa une cette semaine à Clint Eastwood. Oui, parce que dans ce contexte, l'interview de Clint Eastwood, elle est passionnante. Son film American Sniper fait polémique et les propos qu'il tient, lui,
contre l'invasion américaine en Irak, contre l'idée d'héroïser un homme qui tue des êtres humains derrière son viseur. Tout cela est passionnant. Derrière, on entend le fantasme américain du sauveur ultime et le débat crucial sur la responsabilité américaine dans la déstabilisation totale du monde arabo-musulman dont nous payons tous les conséquences. Tout à fait autre chose. Mélanie Taravant nous en parlait dans le journal de 8 heures. L'hyperactivité, Natacha. Oui, c'est très très intéressant ce sujet. Le Figaro, l'Obs, Le Parisien, Libération consacrent des pages essentielles à la position de la Haute Autorité de la Santé, donc qui vient d'évoquer le dépistage de l'hyperactivité. Dans les témoignages des familles dans l'Obs, on entend bien sûr l'angoisse de parents désemparés, mais aussi la peur de l'échec scolaire dans une société où on considère que tout se joue à l'école primaire. On entend aussi la déculpabilisation parce qu'il y a enfin une explication médicale. Mais les médecins interrogés par Libération le démontrent. Quand on invente un trouble en compilant simplement les symptômes supposés traités par un médicament, eh bien on répond tout simplement à une injonction commerciale. On répond aussi à une injonction sociale de formatage des individus. Un petit tweet pour finir. Oui, ça aussi c'est dans Libération, qui consacre un petit entrefilet au tweet d'un élu Front National, candidat au cantonal en Gironde. Tweet retiré après un début de polémique. Donc je vous le cite. Tweetez si vous partagez ER, ma devise, travail, famille, patrie. Oui, oui, je vous jure. Alors, ce genre de sortie ne changera rien sans doute au choix des lecteurs qui veulent dire leur colère contre l'aveuglement, le déni, les abandons démocratiques. Mais on pourra rappeler la réponse de Gaulle, ce fameux mot sur le maréchal Pétain. Travail, famille, patrie. Il n'a jamais travaillé, il n'a jamais eu d'enfant. Et il a trahi sa patrie. La revue de presse de Natacha Polony. Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.